Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez, bonsoir à vous les auditeurs Sud Radio, fans de sport, amateurs de rugby. Vous êtes avec nous peut-être depuis 15h ou vous allez passer la soirée avec nous jusqu'à 23h au programme à 21h05. Toulouse face à Pau, suite de la 19e journée. Actuellement, c'est le grand direct avec le Pays de Galles face à l'Angleterre, la 3e journée du tournoi des Nations. Et puis on se projettera sur France-Écosse. Demain, ce sera au Stade de France à partir de 15h30 sur l'antenne de Sud Radio. Avec nous, autour de la table, dans le studio Sud Radio et autour du micro Sud Radio, Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. Bonsoir François, salut à tous. Julien Thomas qui fait son retour après un début d'après-midi brillant autour du match Stade Français Montpellier. Julien, est-ce que ça va? Est-ce que ce rhume va mieux quand même? Parce qu'on sent que vous parlez bonsoir. On sent que vous parlez du nez quand même. Eh bien, ils annoncent de la neige aussi. J'entendais Alexandre Priam. Donc, ils annoncent du froid. Il y a du froid aussi du côté du sud de la France. Mais un bon après-midi, en tout cas. Rugbystique. Oui, tout à fait. On va y revenir, bien sûr, avec vous, messieurs. Avec Quentin Cabanis, qui est toujours là, fidèle au poste. Bien sûr, hein, toujours en forme, bien évidemment. Le maître du temps du MAG Sud Radio. Et puis, bien sûr, Alexandre Priam, qui est là. En forme, Alexandre? Pas de... Oui. Non, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à vous exprimer si jamais ça n'allait pas. Zachary Pilon est avec nous pour Pays de Galles Angleterre. C'est la 3e journée du tournoi Destination. Ça a débuté dans l'après-midi par la victoire de l'Irlande en Italie, 30-24, et ça se poursuit actuellement par un match acharné à Cardiff entre des Gallois un petit peu en reconquête, on va dire, après deux défaites lors des 2 premières journées, et des Anglais qui attaquent mais qui ont du mal, hein, Zachary. Alors les Anglais n'attaquent pas, ce sont les Gallois qui sont en possession du ballon, mais les Gallois ont enterré le ballon dans un ruck et les Anglais vont récupérer, le 15 de la Rose va récupérer une mêlée assez intéressante à hauteur des 22 mètres du Pays de Galles. Une rencontre bien moins explosive, bien moins spectaculaire que celle qu'on a pu voir cet après-midi avec une pluie d'essais entre l'Italie et l'Irlande, mais une rencontre tout de même acharnée. On voit du combat, des fondamentaux du rugby, beaucoup de coups de pied, beaucoup de duels acharnés dans les rucks. Et donc voilà, l'Angleterre mène 15-10. On joue actuellement la 57e minute et le match va continuer, je pense, dans cette verve-là. Ça va être serré jusqu'au bout. Oui, on va revenir sur ce tour de la destination avec Philippe Spanghero, avec Julien Thomas. Mais avant cela, un petit débrief sur le top 14, la 19e journée et ce multiplex qu'on a vécu en direct sur l'antenne de Sud Radio. On va rappeler peut-être, Alexandre, les scores, oui, si vous les avez sous les yeux, et peut-être les conséquences au classement, parce que c'est important, avec notamment 4 victoires à domicile, hein. Alors ça avait même commencé avec le Stade Français Paris qui s'est imposé face à Montpellier 27-17. Là il n'y avait pas eu de bonus offensif pour le club parisien. Mais derrière, dans le multiplex, que des bonus offensifs. C'est le cas notamment de Bayonne face à Castres 41-10, de Bordeaux-Bègles face à Perpignan 43-7, de Lyon face au Racing 92 45-11 et de La Rochelle face à Brive, c'est bonifié aussi grâce à 4 essais, notamment le dernier marqué par Bottier à la 78e minute de jeu. Au classement, le Stade Toulousain qui jouera ce soir à 21h face à Pau est toujours leader devant le Stade Français Paris. 3 points d'avance sur le club de la capitale, 3 points d'avance et 5 d'avance sur Lyon, qui est très solide depuis quelques temps. Lyon, c'est la meilleure dynamique du top 14 sur les 10 dernières journées. C'est 32 points, c'est mieux que le Stade Français Paris. Sur les 5 dernières journées, c'est 23 points marqués, mieux que Bayonne, 15 points. On continue le classement avec La Rochelle 4e, 5e Bayonne, 6e 5e l'Aviron Bayonnais, 6e Bordeaux-Bègles, 7e le Racing 92, 8e Toulon qui n'a pas encore joué, ce sera demain face à Clermont, 9e Montpellier, 10e Clermont justement, 11e Castres, 32 points, 12e Pau, 32 points, mais qui jouera ce soir. 13e, l'USAP, 30 points. Et puis 14e, Brive, 26 points. En cas de succès ou en cas de points engrangés ce soir par la section paloise, le Castres Olympique serait 12e. Ouais, effectivement. On va peut-être commencer par Julien. Vous savez quoi, je vais vous laisser commencer par ce qui vous a le plus tapé dans l'œil dans ces 4 matchs. Voilà, il y a 4 victoires à domicile, mais elles n'ont pas toutes la même résonance. Laquelle retenez-vous ce soir ?
Exactement, elles n'ont pas la même résonance. Ce que je retiens, c'est qu'elles ont toutes le bonus déjà offensif, mais ça va compter pour la fin de saison. Hein. Pour être dans le top 6, le moindre point sera primordial, mais je dirais encore une fois ce Bayonne impressionnant. Bon, Castres peut-être y aller un petit peu plus décimé, et puis avec une équipe remaniée, tout ce qu'on veut dire, mais encore une fois cette ambiance, c'est la 10e, il me semble, victoire à domicile d'affilée, pas perdu un match, et puis pour un promu, là ils sont prétendants à être vraiment dans le top 6 fort et dur. Oui, et puis surtout quand même le score 41 à 10, 5 essais inscrits. Voilà, Philippe Spanghero, est-ce que c'est ce résultat que vous faites ressortir parmi les 4 de l'après-midi ? Bah oui, parce que on attendait beaucoup quand même de la réaction castrais avec ce changement de staff ces derniers jours. On attendait un électrochoc et puis une réaction collective, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de fébrilité côté castré. Je crois près de 19 ou 20 pénalités contre les castrés, notamment cette fin de première période en infériorité numérique à 13 contre 15 pendant 10 minutes où les castrés ont laissé beaucoup d'énergie. Et donc c'est vrai que c'est un succès d'envergure bonifié pour les Bayonnais qui les installent à la 5e place. Et c'est vrai que là, pour le coup, ils peuvent maintenant beaucoup plus officiellement parler de top 6 parce que la dynamique est clairement pour eux et elle montre collectivement cette équipe qu'elle a les ressources et les moyens d'y prétendre. Ouais, on pouvait attendre peut-être un effet Davidson, un effet psychologique ou c'est juste, on va dire, un vernis médiatique. Le mal est plus profond, Julien Thomas. Ben, le mal est plus profond, oui et non. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans des positions un petit peu délicates et puis que tu joues plus le bas du tableau, tu restreins un petit peu les on va dire la confiance qui n'y est plus, les passes supplémentaires où tu tentes des gestes où tu peux breaker justement des actions ne se font plus et tu passes par le sol où ça bataille. Et puis quand tu vas à Bayonne, en plus là, tu sais que tu es attendu justement dans ce secteur-là. Donc non, c'est quand même inquiétant pour ces castrés parce que là, ils regardent vraiment pour le maintien. Là, c'est sûr et certain jusqu'à la fin. Hein. Oui, mais revenons quand même sur la semaine. Philippe Spanghero, côté castré, est-ce que vous attendiez mieux des castrés du fait du changement d'entraîneur? Et on sait toujours qu'il y a un petit effet psychologique. On attend un petit déclic quand il y a un changement. Ah ben j'attendais beaucoup mieux, j'avais même pronostiqué une victoire hier, donc je me suis bien mis dedans, une fois n'est pas coutume. Mais ça t'arrive pas souvent, c'est vrai, Philippe, hein, quand même. Plus sérieusement, non, j'attendais bien sûr autre chose des castrés. Est-ce que le mal est plus profond? La question que tu posais tout à l'heure, je sais pas trop. En tous les cas, je pense que c'était le moment d'essayer quelque chose, hein, puisque la dynamique était mauvaise du côté castré, avec la limite toujours dans ce club d'avoir finalement peu de solutions, puisque Pierre-Yves Revol a toujours eu la volonté de faire revenir des gens qui ont porté le maillot, qui connaissent très bien le club. Et donc il y avait Jérémy Davidson qui était libre. Donc c'est la solution qui s'est quasiment imposée au club. Mais je crois qu'au-delà de qui remplace Broncan, voilà, il y avait besoin d'un changement et d'un nouveau discours dans le vestiaire pour finir cette saison. Mais c'est aussi un moment où les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. La responsabilité, elle n'est pas sur le manager qui arrive. Je pense aussi qu'il y avait une forme de cassure dans le discours de Broncan et de ses leaders. C'est aussi pour ça que Pierre-Yves Revol a décidé de changer. Et donc, c'est aussi aux joueurs qui ont provoqué ce changement de prendre leurs responsabilités. Et aujourd'hui, ils n'ont pas été au rendez-vous. Donc, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de pression sur le prochain match à domicile à Pierre Fabre. Oui, que l'on suivra, bien sûr. Une stat à retenir, Alexandre, de ce match? Alors, une stat quand même assez terrible pour le Castres Olympique. Le nombre de pénalités concédées, 11 pour Bayonne, 19 pour Castres. Ouais, c'est beaucoup, 19 pénalités dans un match à ce niveau. Effectivement, prochain match des Castrés, on va bien sûr vous le dire, c'est la réception de Lyon. Hein, ce sera le 4 mars, ce sera le week-end prochain, pas évident. Lyon qui est en pleine forme. Justement, transition toute trouvée, Lyon Racing 45-11, 5 essais pour les Lyonnais avec notamment ce superbe dernier essai de Nignashvili. Voilà, est-ce que c'est la bonne surprise de cette
cette fin d'hiver 2023. C'est le Loup là qui est sur une série quand même de 5 victoires consécutives, Julien Thomas. Ben c'est le Loup qui, à mon avis, a trouvé un petit peu son rythme de croisière au niveau du jeu de Xavier Garbajosa. C'est vrai, quand il est arrivé, il y a eu, parce que c'est un jeu assez porté un peu à la toulousaine, un jeu debout, de passe au flot, d'essayer de passer le moins possible par le sol. Et je pense que les Lyonnais n'étaient pas habitués à cela. Et ils ont fait beaucoup de physique à l'intersaison, de ce que je sais, de comment je sais comment travaille Xavier Garbajosa. Et ils ont été surpris presque d'être cramés en début de saison. Et puis finalement, ça récolte des fruits à cette période d'hiver où le jeu compensait plus sur du jeu de rug, de taper fort dans les défenses, qui est un peu plus aéré et qui finalement surprend les équipes adverses. Donc oui, Lyon surprend parce que commence à être une machine qui est bien rodée. Oui, Philippe, une réaction sur cette belle série. Alors bon, c'est plus facile de parler des trains qui arrivent à l'heure, mais c'est vrai quand même que Lyon impressionne, parce que quand on met 45 points au Racing, c'était quand même aujourd'hui le 3e contre le 5e. Hein. Oui, c'était un match important et que le Racing en plus avait plutôt bien attaqué. Hein. On a senti les Racingmen bien dans le match et puis ça s'est délité petit à petit parce que cette équipe du Loup, elle a jamais baissé de rythme, elle a été très ambitieuse en termes de volume de jeu. On le voit avec le score final et puis ce bonus offensif. Mais c'est une équipe de Lyon qui met un concurrent direct au top 6 ce soir à 7 points. En sortant le Racing de ce top 6, peu importe les autres résultats qu'il y aura d'ici demain. Et donc c'est un match important et c'est vrai que ça maintient une dynamique forte. Voilà, on sent maintenant quand même que les joueurs se sont acclimatés au fonctionnement de Xavier Garbajosa, au système de jeu qu'il leur propose, et on voit cette équipe monter en puissance. Oui, elle monte en puissance, à l'image aussi quand même, Alexandre Priam, d'un Tuisova placé au centre qui fait des dégâts. Hein. Ouais, il est à 11 sur 12 au plaquage, 2 franchissements, mais surtout 8 défenseurs battus. Tuisova, c'est colossal. 8 défenseurs battus, c'est 2 fois la ligne de 3/4 qu'il a battu entièrement. Il a été monstrueux, Joshua Tuisova, dans le siège d'un excellent aussi, David Niniashvili, comme vous le mentionniez. Ouais, est-ce que c'est la bonne formule, Tuisova au centre, Julien là, c'est justement ça la recette aujourd'hui du Loup? Oui, c'est vraiment oui. Vu ce que met Xavier Garbajosa comme style de jeu, c'est au centre, ça permet comme un YCA à Toulon, comme certains centres d'être soit une menace en l'heure, ou surtout quand il doit garder le ballon, permettre de faire vivre ce ballon avec 3 défenseurs sur le dos et consomme bien sûr les défenses. Donc c'est pour ça qu'il le met, plutôt que de laisser sur l'aile long de ligne de touche, il le met au centre, comme ça il consomme les défenseurs et en plus il arrive à sortir les bras souvent et qui crée des espaces. Donc c'est pour ça que Xavier, je pense, le met au centre. Le débrief sur le multi de cette 19e journée, il continue sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant pour la suite, bien sûr, avec toute l'équipe, Philippe Swanguero, Julien Thomas, Quentin Cabanis, Alexandre Priam. Restez bien avec nous. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. 19h16 sur l'antenne de Sud Radio, le MAG, avec toute l'équipe, avec vous les auditeurs, 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour nous interpeller, nous poser des questions bien sûr, et intervenir sur ce tournoi des destinations. France-Écosse, c'est demain, 15h30 sur Sud Radio. On va le vivre en direct en intégralité. On sera au Stade de France bien sûr, avec Daniel Herrero, avec toute l'équipe. Et puis à partir de 20h, on développera et on détaillera la composition des Bleus et on verra aussi que l'Écosse est un adversaire qui sera redoutable. On va faire un petit point de cette 3e journée, notamment en ce moment à Cardiff. Le Pays de Galles accueille l'Angleterre, son voisin anglais. C'est toujours très très serré, mais le score n'évolue pas beaucoup, mon cher Zachary. Le score n'évolue même pas du tout. François, depuis que vous êtes venu me voir tout à l'heure, ça n'a pas bougé. 15-10 toujours pour l'Angleterre. Je vous parlais tout à l'heure d'un début de seconde période en fanfare. Ce n'aura été qu'un feu de paille, 2 essais dans les 5 premières minutes et puis plus rien, si ce n'est une pénalité manquée par Owen Farrell, une nouvelle fois, 2 sur 5 au pied pour lui aujourd'hui, et il a laissé pour l'instant 8 points en route, ce qui pourrait coûter cher aux Anglais avec un écart si mince, alors qu'on approche de la fin du match. Il reste 12 minutes à jouer. Match arbitré par Mathieu Reynal, l'arbitre catalan, arbitre français qui officie aujourd'hui. C'est d'ailleurs le seul arbitre français à arbitrer sur un match dans le tournoi cette année. Il me semble que c'est le seul français qui va arbitrer de tout le tournoi et ce sera que sur cette rencontre. D'accord, eh bien on le suit, lui qui fera partie du panel
pour la Coupe du Monde. Excellent arbitre Mathieu Reynal que l'on suit. Donc 15-10 toujours pour les Anglais. On va bien sûr revenir sur cette 19e journée du top 14 qui a animé notre après-midi. On a parlé de Bayonne-Casse, on a parlé de Lyon Racing. Parlons quand même de l'UBB face à l'USAP, 43-7, triplé de Cordero, Julien Thomas, Philippe Spanghero. Vous attendiez à un cavalier seul comme ça de l'UBB qui menait 31-0 à la mi-temps avec 4 essais inscrits? Vas-y, Philippe. Pardon. Je m'attendais un peu parce qu'on avait vu quand même une composition d'équipe côté catalan assez remaniée, resté sur une série de 3 victoires. Ils ont une réception très importante de Bayonne la semaine prochaine, donc on a senti quand même qu'il y avait une volonté de faire tourner, et donc on pouvait s'attendre à une victoire assez large de l'UBB, donc je suis pas très surpris. Après c'est vrai qu'il y a un match assez exceptionnel de Cordero avec encore 3 essais qui se les pèlent en plus avec à chaque fois des beaux duels gagnés, mais je suis pas vraiment surpris du score lourd en faveur de l'UBB ce soir. Oui, l'UBB qui était aux portes du top 6, qui réintègre ce top 6 en attendant bien sûr la suite des résultats, puisqu'il restera encore 2 matchs, Toulouse-Pau, 21h05 sur Sud Radio, et puis demain Clermont face à Toulon. Julien, Philippe vous a coupé la parole, je l'ai vu, mais quand même, on vous fait réagir sur cette UBB quand même qui a déroulé. On a vu aussi des jeunes joueurs côté UBB, 2 porteurs notamment international des moins de 20 ans. Il y avait aussi Biel Biarré. Il y a quand même du talent derrière. Ils ont essayé ces Girondins. Mais les Girondins qui trouvent un petit peu le jeu, qui veulent aérer, qui aiment aller dans les couloirs, et c'est vrai que Bielbarré, qui fait une excellente saison, qui est pris avec le 15 de France souvent, et malgré après les compositions où il redescend. Mais c'est quand même une équipe de l'UBB qui, je me doutais qu'il allait gagner ce match avec une équipe de l'USAP qui a été remaniée, parce qu'elle reçoit Bayonne la prochaine journée, et qui se devait, dans le fond, quand même prendre le bonus offensif. Parfois, c'est une pression supplémentaire de gagner, mais d'aller chercher ce petit point qui comptera à la fin. Surtout que les concurrents ont pris le bonus offensif aussi. Oui, Philippe, quand même, ces Catalans qui avaient 4 points, qui ont toujours 4 points d'avance sur Brive, sont 13e. Ils ont été un peu transparents quand même. C'est inquiétant ou pas? Inquiétant, c'est vrai qu'encore une fois, il y avait des jeunes joueurs. D'un point de vue du caractère, on aurait pu attendre autre chose, c'est sûr. C'est inquiétant. Je crois pas. Je crois que voilà, dans les têtes, on avait quand même fait une croix sur ce déplacement, même si les joueurs qui sont sur le terrain sont toujours là pour donner le meilleur. Et puis pour certains, encore une fois, qui avaient leur chance, montrer qu'ils méritaient mieux et d'avoir plus de temps de jeu. Mais après, c'est vrai qu'ils se sont battus avec leurs armes, et on a senti l'équipe de l'UBB quand même un vrai ton en dessus. Donc non, je crois pas que ce soit inquiétant. On a vu que cette équipe de l'USAP, elle avait ce caractère collectif qui leur permettait d'accrocher des matchs importants et des points précieux à domicile. Et puis ils sont, encore une fois, je le répète, mais je pense très focalisés sur la réception de Bayonne, qui sera un match très important dans la course au maintien. Ouais, Alexandre, la petite stat qui retient votre attention. Du côté de Bordeaux, c'est le nombre de défenseurs battus, 38 défenseurs battus, 10 franchissements, 197 passes, 150 ballons portés, donc des percussions, des ballons à chaque fois tenus. Donc vraiment un match total de la part de l'Union Bordeaux-Bègles. Et vous évoquiez fort justement Santiago Cordero. 7 défenseurs battus, 4 franchissements pour l'ailier argentin, qui faisait pas la meilleure saison de sa carrière, il faut le dire, et qui là a été excellent face à l'USAP il y a quelques instants. Ouais, et il les a battus dans des petits périmètres, ces défenseurs, notamment sur 2 des 3 essais qu'il a inscrits aujourd'hui. Il a manqué 5 plaquages sur lui. Ouais, tout à fait. C'est le 4e match de ce multiplex, c'était la victoire logique de La Rochelle face à Brive, 32-16. Les Rochelais quand même qui ont tardé avant de prendre l'avantage et de faire la différence. Est-ce que ça vous a étonné, Julien? Étonné, non, parce que justement après leur victoire,
Oui, voilà, c'est Diesel. Bon, ils ont fait l'essentiel quand même, hein, parce qu'ils prennent le bonus aussi offensif. 11 à 6 à la mi-temps, hein, juste pour et c'est ça, c'est qu'ils étaient pas quand même confiants à la mi-temps, puis des brivistes qui vendaient leur peau chèrement, et que quand même ça a donné du fil à retordre à ces Rochelais qui ont débridé dans les derniers quarts d'heure quand même ce match. Ils ont fait pour moi l'essentiel avec le bonus. Par contre, c'est quand même pas forcément rassurant dans la on va dire la construction du match, dans la confiance qu'ils peuvent avoir alors qu'ils venaient de gagner à l'extérieur. Ouais. Est-ce que Quentin Cabanis, vous qui avez commenté ce match pour Sud Radio, est-ce que c'est l'essai de Sclavy à la 60e, cette petite combinaison d'avant qui a fait la différence? J'allais dire clairement que le tournant du match était aux alentours de la 60e minute, et c'est cet essai de Sclavy en effet. Les brévistes en fait qui ont levé le pied peut-être, ou qui étaient à bout physiquement à force de l'impact physique mis par les Rochelais dans cette rencontre, mais ils ont tenu pendant 60 minutes. Ils étaient revenus même à 11-9 à un moment, et puis finalement il y a eu cet essai de Sclavy à la 60e, puis Skelton à la 67e et Botia à la 78e pour aller arracher le point de bonus offensif. Mais ouais, les brévistes, ils ont tenu 60 minutes dans cette rencontre avant d'exploser physiquement. La petite stat, Alexandre? Le CAB qui a fait un match remarquable défensivement, 160 plaquages réussis pour 20 manqués, donc c'est quand même un excellent ratio pour cette équipe de Brive. Par contre, offensivement, ça a été plus compliqué. 0 franchissement, seulement 100 mètres parcourus balle en main contre 500 côté Rochelais. Et au final, c'est peut-être ce qui a fait la différence. Question à Philippe Spanghero, justement, alors qu'il se passe des choses du côté de Cardiff, Zachary. L'essai de l'Angleterre inscrit par Ollie Lawrence en bout de ligne. On a enchaîné les séquences côté anglais avec du jeu à une passe depuis le demi de mêlée qui venait de rentrer en jeu, Alex Mitchell avec ses avants, mais aussi autour d'Owen Farrell. On alternait en fonction de la phase de jeu. Et après plusieurs phases de jeu, les Gallois n'étaient plus présents en bout de ligne. On a écarté pour le 3/4 centre qui a fait un très gros match une nouvelle fois aujourd'hui, lui qui a été préféré à Marcus Smith. On se rappelle que les Anglais jouaient auparavant avec Marcus Smith en 10 et Owen Farrell au poste de 3/4 centre. Et bien Ollie Lawrence qui a fait une nouvelle partie de haute volée inscrit l'essai qui est sûrement celui de la victoire pour l'Angleterre. 20-10, il reste 5 minutes à jouer. Et ben voilà, ça se dénoue dans les dernières minutes. C'est serré toujours ce tournoi, cette 3e journée. Je reviens à ma question posée à Philippe Spanghero sur Brive, illustration aussi des stats données par Alexandre. Quand on voit la débauche d'énergie de rentrer comme ça avec 0 points, c'est quand même dur pour une équipe qui est lanterne rouge quand même. Oui, c'est dur parce que contrairement à l'USAP, Brive allait à La Rochelle avec des intentions et puis pouvait y croire parce qu'on a vu que La Rochelle cette année était beaucoup plus fébrile que les saisons précédentes à domicile. On a vu Pau aller faire un superbe coup là-bas et se relancer aussi dans un moment où la dynamique était pas bonne. On a vu La Rochelle perdre 3 fois de plus, 2 ou 3 fois de plus à domicile. Donc les brivistes y allaient pour tenter leur chance. Alors même s'il n'y a pas de points récupérés, que c'est frustrant parce que, comme le disait Alex, en plus, il y a des stats intéressantes, il y a une grosse qualité de défensive aujourd'hui et de caractère collectif dans l'organisation défensive. Et je crois que quand même, c'est aussi important dans la construction et dans le maintien d'une forme de confiance dans ce groupe. Malgré les 0 points récupérés, ça leur permet quand même de travailler en se disant que personne ne lâche. C'est des moments difficiles où il faut pas que ça craque parce que sinon ça se défait très vite. Et là, on a vu quand même une équipe de Brive avec un beau visage, même si La Rochelle aurait pu tuer le match un peu plus tôt. Mais en tous les cas, ça permet de travailler quand même en voyant que collectivement, les joueurs sont toujours là et lâcheront rien. Oui, ils ne lâcheront rien aussi, ces joueurs du Stade français qui l'ont emporté face à Montpellier 27-17. Curieux scénario, ce sont les Montpelliérains qui ont inscrit 2 essais dans le premier quart d'heure par Reynard et Boutier. Et ensuite, les Parisiens se sont réveillés à la demi-heure de jeu. Ils étaient menés 10-14 à la mi-temps et finalement, ils l'ont emporté 27-17. Est-ce que ça veut dire, Julien Thomas, que les Montpelliérains doivent faire une croix entre guillemets sur le top 6 à 8 journées de la fin? Il leur reste désormais 7 matchs. 7 matchs, pour l'avoir vécu, on a une époque de Verne Cotter, on avait gagné 8 matchs pour se qualifier en quart de finale. Bon, après on a explosé en quart, bien sûr, face à Lyon, parce qu'on était cramés, mais 8 matchs d'affilée gagnés et qui nous avaient permis de rentrer dans le top 6. Donc oui, c'est faisable. Je pense que Montpellier peut avoir ce caractère-là.
En revanche, là, c'est quand même dans le creux de la vague. Ils sont dans la tempête. Hein. C'est quand même Montpellier qui n'a pas confiance, Montpellier qui manque de leader aussi. Gagner 14-0 au Stade Français et puis baisser les bras comme ils ont pu le faire, ça a été difficile derrière avec un Stade Français par contre qui a été remarquable. Et je veux noter pour le Stade Français, si on en parle, qu'il y a un groupe extraordinaire parce que le mental quand même qu'ils ont à chaque fois à domicile, même quand c'est le score 14-0. Franchement, ouais, 14-0, tu peux vaciller. Hein. Ah bien sûr, et en plus face aux champions de France, donc tu peux commencer à te poser des questions et à jouer petit bras. Non, le Stade Français, ils ont un groupe qui leur permet de justement renverser des situations comme ils l'ont fait encore aujourd'hui. Avant de redévelopper sur le Stade Français, juste quand même, écoutons Philippe Saint-André au micro d'Antoine Mazère, c'était à l'issue du match, et bien sûr il se refuse à envisager le top 6. On va pas parler top 6, maintenant on va déjà parler de gagner des matchs et de se sécuriser en top 14, après on verra. Donc là, sincèrement, on va avoir un œil en haut, mais un œil aussi derrière nous. On va se préparer samedi pour bien recevoir Clermont-Ferrand devant notre public. Et on a besoin de renouer avec la victoire, même si c'est en jouant un peu moins bien qu'on a pu le faire en début de match, mais il faut qu'on soit efficace durant 80 minutes. Sixième match sixième défaite consécutive, toute compétition confondue côté montpelliérain. Philippe Spanghero, l'heure est grave quand Philippe Saint-André dit il faut regarder un œil en haut, un œil derrière, ça veut dire le maintien. C'est à ce point-là quand on est champion en titre. Quand on est champion en titre, il faut surtout vite l'oublier et basculer. Et c'est toujours très difficile. On sait à quel point ça peut être délicat. Et c'est le cas de Montpellier aujourd'hui. Et je crois que c'est le moment de la saison où il faut être assez réaliste malgré tout ce qui s'est passé la saison dernière. Aujourd'hui, Montpellier est à 39 points. Le premier non relégable est à 32. Il y a 7 points d'écart. Et quand on reparle de cette dynamique dont tu viens de parler avec 6 défaites consécutives, clairement, elle n'est pas bonne pour MHR. Et donc, il vaut mieux regarder vers le bas aujourd'hui que vers le haut parce que ils sont à 10 points du top 6 et au-delà de ça dans le contenu et dans la production ils montrent pas la capacité à aller accrocher ce top 6 d'ici la fin de saison. Donc je pense que l'enjeu pour eux c'est bien de sécuriser le maintien et de se dire que ce sera a priori une saison blanche et de travailler pour construire sur une saison prochaine bien meilleure. La stat que vous retenez Alexandre sur ce match entre le Stade Français et Montpellier? Alors ce qu'on notait en direct, c'était que le Stade Français Paris avait réussi à revenir complètement dans ce match avec notamment une charnière qui avait très bien fonctionné. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est le nombre de défenseurs battus qui est resté à l'avantage de Montpellier dans ce match. Les joueurs du Stade Français Paris qui se sont appuyés, devinez sur quoi? Sur une défense qui a encore une fois très bien fonctionné. 91 plaquages réussis pour 9 manqués. On est toujours dans les standards vraiment made in Paris, c'est-à-dire 90% de plaquage réussi quasiment. Et d'ailleurs, Gustard, il a prolongé. C'est son nom, il a été prolongé. Et on comprend parce qu'en fait, ce système défensif, il a vacillé complètement sur le premier quart d'heure, mais alors après, barbelé. Et Montpellier n'a pas réussi à s'en défaire, comme toutes les autres équipes qui sont venues à Jean-Bouin quasiment depuis le début de la saison. Ouais, on sent quand même cette inconstance entre guillemets à l'intérieur d'un match ou dans des séries côté parisien, mais il y a un état d'esprit et on va dire illustré, symbolisé par la défense, Julien. Ah oui, la défense, on se le dit toujours quand on est joueur, il n'y a pas besoin d'avoir de talent, d'être un magicien comme quand c'est offensif. C'est juste un état d'esprit collectif, c'est un état d'esprit commun, une vie humaine et c'est une connexion entre les joueurs justement de s'envoyer. Bien sûr, après il y avait la technique de plaquage, tout ce qu'on veut, mais en tout cas il faut s'envoyer. Il y a que ça qui peut. Et donc ça, la défense pour beaucoup de managers et de joueurs, ça prouve la qualité du côté humain et le groupe, ce qu'il représente. Et c'est vrai que le Stade Français, défensivement, ils sont connectés, ils sont présents et ça représente ce qui se passe dans le vestiaire. Oui, c'est vrai. Vous y croyez, vous, à ce Stade Français qui bâtit un peu sa saison, Philippe, sur ce lien défensif pour peut-être faire plus, faire mieux, parce que bon, ça sent la qualif quand même là, à 7 matchs de la fin. Oui. Ah oui, ça sent bien la qualif et ouais, je rejoins Julien. C'est vrai que cette qualité défensive, c'est le baromètre du caractère collectif d'une équipe. Et donc c'est vrai que ça montre que le Stade Français a un collectif fort
Et on l'a dit plusieurs fois en début de saison, mais avec l'annonce très tôt de la fin de parcours au Stade Français de Gonzalo Quesada, on a senti que les joueurs avaient envie d'écrire leur histoire. On a senti collectivement des joueurs avoir envie de rester soudés. Il y a eu des matchs importants, des victoires importantes, notamment une récemment dans le derby contre le Racing, où on a vu le Stade Français survoler, on a vu vraiment du caractère. Donc ils ont, le Stade Français, la chance d'avoir quelques matchs références cette saison. C'est pas le cas de toutes les équipes qui courent encore un peu après, notamment le MHR dont on vient de parler, et donc qui renforce la confiance. Et c'est super intéressant, et c'est clair que dans cette dynamique-là du côté du Stade Français, on voit mal comment ils ne pourraient pas accrocher ce top 6. Ouais, et dans les 2 prochains matchs du Stade Français en top 14, il y a un déplacement à Toulon et ensuite la réception du Racing, justement. Ce sera le 26 mars. C'est le moment de confirmer. Voilà, ça sera un mois de mars avec 2 matchs seulement côté top 14, mais 2 matchs intéressants. On va basculer sur le tournoi des 6 nations, messieurs. Bien sûr, vous les auditeurs Sud Radio, vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 0826 300 300, on vous le rappelle. Juste quand même donner et rappeler le résultat du match entre Galles et Angleterre, mon cher Zachary. Ça s'est fini il y a 2 ou 3 minutes de ça. Victoire des Anglais 20-10. Une nouvelle fois, Owen Farrell a raté sa transformation sur le dernier essai d'Ollie Lawrence. C'est une 3e défaite en 3 rencontres pour le Pays de Galles, la 2e à domicile. Il leur reste un déplacement en Italie, un déplacement en France. 0 points dans ce tournoi. La nouvelle ère de Warren Gatland démarre décidément très très mal. Et il y en a un qui doit avoir non pas un large sourire, mais peut-être un petit rictus dans son canapé devant ce match. C'est Wayne Pivac, renvoyé à la fin de l'année dernière en espérant par la fédération, qui espérait avoir un électrochoc. Ça n'a pas pour l'instant été le cas. Les Gallois sont en grande difficulté dans ce tournoi des 6 nations. Non, c'est pas possible. On peut pas se réjouir du malheur d'un collègue. Ce n'est pas possible. Voilà, dans le rugby. Allez, en tout cas, on va débriefer justement ces 2 premiers matchs avant de se projeter un petit peu plus tard sur le match de l'équipe de France tout à l'heure, qui sera demain sur Sud Radio. Mais d'abord, est-ce qu'on a retrouvé quand même un visage gallois? Parce que même s'ils se sont inclinés, ils ont tenu jusqu'à la 74e. Zachary, est-ce qu'on a vu une équipe de Galles un peu plus consistante que sur les 2 premiers matchs? Oui et non, c'est-à-dire que l'Angleterre a été en tête pendant la majeure partie du match. Le seul moment où les Anglais sont passés derrière, c'était en tout début de seconde période, quand le Pays de Galles a inscrit un essai sur une interception de Louis Rhys-Zammit. Donc en plus, c'était pas forcément un essai des plus construits. L'Angleterre a repris l'avantage tout de suite après. Il y avait de la volonté au moins de faire bien. Je pense qu'en défense, ils ont été relativement solides. Ils ont réussi à tenir les Anglais. Après, c'est pas non plus la meilleure équipe d'Angleterre qu'on ait vue sur ces dernières années. Donc je pense vraiment qu'il y a motif à s'inquiéter au Pays de Galles, surtout quand on voit les 2 premières rencontres de l'Italie à domicile, certes perdues face à la France et l'Irlande, mais où les Italiens ont été très très bons et ils ont forcément les moyens de mettre en difficulté cette équipe du Pays de Galles, notamment avec l'appui du public italien qui semble très investi dans cette équipe. Et donc dans 2 semaines, ça va être une rencontre très très intéressante, et la cuillère de bois, à mon avis, va se décider à ce moment-là. Voilà, les Gallois qui termineront leur tournoi le 18 mars au Stade de France face aux Français, mais pour l'heure, ils ont d'autres chats à fouetter, parce que c'est vrai que la semaine, elle a été un petit peu agitée côté gallois. Les joueurs avaient des petits problèmes de contrat et étaient un peu en rupture avec leur fédération. Est-ce que ça pèse dans la préparation d'un match, et est-ce que ça pèse dans les jambes? On sait que ça peut peser dans la tête, mais est-ce que ça pèse aussi dans les jambes, Julien? Est-ce que ça vous a semblé criard au vu de ce que vous avez regardé cet après-midi en voyant ces Gallois à Cardiff face aux Anglais? Mais face aux Anglais, non, c'est pas criard, mais sur ce match, mais c'est quand même des Gallois, bien sûr que dans les têtes ça y joue, parce que il y a quand même déjà une carrière individuelle, il y a aussi pour leur fédération et pour un pays à représenter, et quand tu portes le maillot, c'est unique et une chance de pouvoir représenter ton pays, donc tu ne veux pas passer à côté, mais du coup ça, quand on connaît le haut niveau, les petits détails qui te polluent le cerveau sont importants, et quand tu n'es pas focus 100%, ça peut être justement ces détails-là peuvent être préjudiciables, et justement ça peut leur faire soit leur faire basculer comme le Stade Français, où on a su que Gonzalo Quesada partait, peut-être ils se sont resserrés plus facilement, ou ça peut détruire un petit peu le mental des joueurs qui pensent surtout à leur avenir.
Et il y a quand même une question que j'ai envie de me poser, François. La dernière fois que le Pays de Galles a fini dernier de ce tournoi Destination, j'ai remonté, c'est en 2003, cuillère de bois derrière l'Italie. Est-ce qu'on peut imaginer une cuillère de bois galloise? On va poser la question à Philippe. Hein. Là, clairement, je pense qu'on peut l'imaginer parce que c'est vrai que cette équipe galloise, elle est en grande difficulté et malgré un écart au score qui est pas très important à la fin de ce match, moi j'attendais quand même plus de caractère gallois et que ce soit la guerre à l'entame de match et que vraiment les Gallois montrent beaucoup plus de caractère parce que encore une fois, bon, on l'a dit, la semaine a été agitée. On en parlait pour Castres tout à l'heure. Ça fait partie des moments aussi où les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Ils ont joué le bras de fer avec leur fédération. Ils ont obtenu des avancées concrètes. Après, il faut être au rendez-vous. Et c'est vrai que malgré tout, c'est une défaite à domicile contre une équipe anglaise qui n'est pas en grande forme non plus. C'est pas un de ces grands adversaires du tournoi a priori de cette année. Et donc, ça reste une défaite encore à domicile. Et donc, c'est clair que là, quand on voit, en plus, on y reviendra tout à l'heure, mais le niveau de jeu de l'Italie, on peut clairement se dire que le Pays de Galles a des chances de terminer cuillère de bois cette année. Ouais, effectivement, ça leur pend au nez. On en 20 ans après la dernière cuillère de bois galloise, c'est vrai que voilà, même si je suis d'accord avec toi, Philippe, moi j'attendais beaucoup plus de rébellion de la part des Gallois aujourd'hui. Visiblement, leurs problèmes administratifs avaient été réglés avec la fédération puisqu'ils se sont présentés sur la pelouse aujourd'hui. On n'a pas senti non plus une équipe de voilà, ils ont fait un bon match, mais ils n'ont pas joué leur vie quoi là aujourd'hui. Hein. Et surtout, c'est surtout une équipe galloise quand même qui, par les réunions forcément pour essayer de trouver des solutions, etc., ne s'est quasiment pas entraînée tout la moitié de semaine. Ils ont repris, je crois, le chemin de l'entraînement le jeudi ou le mercredi, mais c'est tout. Donc, quand tu es pas non plus une équipe d'un club où tu te vois tous les jours, il faut quand même cette liaison, cette cohésion, et que là, il y a eu en plus avec ces problèmes de réunion qui ont fait que, je pense. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez une petite stat là aussi, Alexandre, en cadeau ou c'est pas le propos? Ça peut être tout à fait le propos, mais alors il va falloir que je sois réactif. Tu sais, la réactivité je voulais radio. je voulais pas vous piéger. Non, mais parce que c'est vrai que j'aurais l'intelligence situationnelle, Alexandre. Voilà, on est dans l'intelligence situationnelle et d'ailleurs la situation fait que l'on parle, ce qui me laisse du temps pour y aller. Et ça c'est absolument génial. La NASA. Je peux en profiter pour 92% de réussite au plaquage pour les deux, pour le Pays de Galles et pour l'Angleterre. Mais alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que l'Angleterre a perdu 20 ballons au sol. C'est quand même très rare. Hein. 20 ballons au sol et quand même gagner une partie, ça montre quand même la faiblesse globalement de cette équipe du Pays de Galles qui a fait 170 passes, 122 percussions, mais qui n'a gagné que 300 mètres ballon en main, ce qui est quand même là encore une fois très très faible. Et je voulais notamment signaler que si tu enlèves Louis Rhys-Zammit qui fait 110 mètres parcourus ballon en main, le joueur qui a fait le plus de chemin parcouru c'est Lee Halfpenny avec 43 seulement. 43 seulement, c'est absolu. Ça peut vous paraître comme ça beaucoup, en fait c'est très faible, notamment pour un arrière puisqu'il remonte des ballons. Donc vraiment, cette équipe elle joue en reculant quasiment. Hein. Elle joue quasiment en reculant et elle est vieillissante aussi. 43 c'est pas en une fois, hein, c'est sur tout le match. Non. Dire. C'est sur 19 ballons, Liafpeni. Ok. 43 mètres parcourus en 19 ballons et c'est le meilleur de son équipe derrière le Rhys-Zammit qui a traversé le terrain sur un essai. Voilà pour ces petites informations. Ils nous ont emballés, ces Italiens. Ils ont perdu, c'est vrai, nos voisins transalpins, ils ont perdu face à l'Irlande 24-30. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de commencer par l'Italie, Philippe Spanghero, parce que voilà, ils sont transfigurés, ils jouent vite, ils osent, ils nous régalent quand même au-delà du résultat, ils nous régalent ces Italiens. Ouais, ils nous régalent dans le contenu parce que on les a vus quand même très joueurs, mais là aujourd'hui, il faut souligner la solidarité défensive. Alors je pense que Alex aura une stat, comme ça je lui tends la perche pour qu'il ait le temps de regarder dans ses fiches. Mais le caractère collectif. Le caractère collectif italien, il est remarquable. Alors il reste toujours ces petites scories, notamment en fin de match, quand ils sont
à 7 points où il y a 2 ou 3 erreurs stratégiques dans les choix de jeu. Ils sont dans une situation où ils peuvent revenir à match nul. Ils ont 2 ou 3 temps forts avec 2 lancers en touche à 5 mètres, des pénales touches avec des sauteurs qui sont pas trouvés par le lanceur. Donc il reste ces petites fautes qui les handicapent, mais en tous les cas, par rapport à l'énergie qu'ils déploient et ce qu'ils proposent en termes de volume de jeu, ça n'a plus rien à voir avec l'Italie qu'on a connue jusqu'au début 2022. Clairement, ces victoires contre le Pays de Galles et l'Australie leur ont fait prendre conscience peut-être de leur potentiel. Il y a en plus aujourd'hui l'émergence de joueurs qui sont devenus des vrais cadres et qui amènent des vrais plus, qui sont des game changers, comme on dit, avec Capozzo. Puis il y a toujours cette troisième ligne avec Negri particulièrement qui fait toujours des matchs monstrueux. Tiens, pour parler de la troisième ligne, Philippe, puisque tu me tendais la perche, Canone, le numéro 8, c'est 15 plaquages, 15 sur 15. Lamaro, c'est 16 sur 17. Negri, c'est 16 sur 16 au plaquage. Et notamment Luca Canone, qui a marqué, qui a parcouru 70 mètres. Lorenzo Canone, pardon, qui a fait 70 mètres parcourus ballon en main. Il était excellent. Oui, c'est le troisième ligne de toute façon. Voilà, le troisième ligne centre, le frère du deuxième ligne. Moi, je trouve que c'est lui. Enfin, pour moi, c'est la plus grosse surprise de cette troisième ligne, parce que Negri, on le connaissait. Lamaro aussi. Lamaro aussi, c'est un peu voilà, c'est des styles de troisième lignel qui sont bien typés, mais je trouve que ce numéro 8, je sais pas ce que t'en penses, Julien, il apporte quelque chose parce qu'il crée du lien, il est assez mobile, il est assez costaud aussi, il arrive à franchir, et je trouve qu'il leur apporte quelque chose qu'il n'avait pas jusque-là, et notamment sur le premier essai, il est quand même déterminant. Hein. Mais déterminant, là où je te rejoins, c'est surtout François le profil de ce joueur qui permet d'avoir ce lien avec les trois quarts et les avants. L'Italie était beaucoup axée avec son paquet d'avant et ses trois quarts, avec Sergio Parisse en 8 qui lui essayait parfois de le faire, mais comme il subissait tellement ces Italiens à une certaine époque qu'il se reposait sur des bases fondamentales qui étaient le combat. Là, maintenant qu'ils arrivent à bien tenir le ballon, à être efficaces, à avoir des soutiens proches, à tenir dans les plusieurs phases de jeu, notamment dans les couloirs, avec un jeu plus aéré rubistiquement, et comme tu disais François, justement, avec des rucks rapides. Mais lui, il en fait partie de ce rôle-là, d'être la transition dans le jeu de mouvement trois quarts avant. Ils ont trouvé, je trouve, un style de jeu plutôt efficace, ces Italiens, avec quelques joueurs maintenant en France aussi qui permettent de prendre l'expérience du championnat. Et c'est surtout une équipe d'Italie qui, pour moi, joue vraiment beaucoup mieux dans un jeu aéré et défensivement. Par contre, ça tamponnait aussi, et j'ai trouvé quand même très agressif défensivement. Et là où je te rejoins, François, c'est sur le profil de Lorenzo Canone. Il fait 1,88, 95 kilos. Donc il est quand même entre guillemets, il fait assez fin. Après, je pense qu'il a un peu plus maintenant de 95 kilos et d'être autour de 100, mais il est rapide. Il a des mains. Il a un peu ce Quagga Smith côté sud-africain. Il fait, comme tu le disais fort justement, il fait le lion avant trois quarts et ce qui amène du coup des ballons chez les trois quarts italiens qui sont peut-être plus inspiré que jamais. Je ne sais pas si on a déjà vu des trois quarts aussi bons côté italien. Ouais, avec c'est vrai quand même. Zachary me faisait la réflexion en antenne, quand même le retour aussi de Garbisi qui a apporté quelque chose en numéro 10. Hein. Fantastique, Garbisi, c'est un des meilleurs organisateurs pour moi, ou c'est un joueur clé en tout cas pour cette équipe d'Italie. Bizarrement, on a vu une équipe d'Italie aujourd'hui, même aujourd'hui, avec Garbisi et sans Garbisi. Quand Garbisi est sur le terrain, il y a 24-20 à 20 minutes de la fin pour l'Irlande. Quand Garbisi sort, le score finit à, c'est 32 ou 33-20 le score final. 34-20, voilà. Donc Garbisi, c'est quelqu'un qui est capable d'organiser, de prendre des initiatives quand il faut, de faire jouer autour de lui, et c'est vraiment le métronome, le maître à jouer de cette équipe. Et je pense que il a encore 22 ans, c'est un joueur qui va être prépondérant pour cette équipe d'Italie, qui ne cesse de progresser et qui, à mon avis, va continuer de progresser avec ce joueur-là en pierre angulaire du projet. Eh ben, on l'espère en tout cas, et on se réjouit de voir aussi les progrès de l'Italie, même si ça se traduit pas là sur le tableau d'affichage aujourd'hui, puisque c'est vrai que les Irlandais l'ont emporté. Il y avait quand même le bonus offensif, 4 essais inscrits en 33 minutes très exactement, et puis ensuite le score a tenu très serré, comme le rappelait Zachary, jusqu'à l'essai d'Hansen à la 70e minute. C'est très beau. Ces Irlandais, sans Sexton, c'est quand même
c'est quand même solide. On les sent en confiance, Philippe. Voilà, on sent la confiance de l'équipe qui file quand même vers un grand chelem. Il y aura toujours cet éternel match contre le dernier. Ce sera contre l'Angleterre à London Road, enfin à Dublin. Ouais, bien sûr. Mais bon, encore une fois, on a vu que cette équipe anglaise, elle n'est pas forcément de nature à inquiéter les Irlandais à domicile. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un match, on peut se poser la question de savoir si ils ont un peu déjoué ou si c'est la vaillance de ces Italiens qui les ont mis en difficulté. En tous les cas, ils poursuivent leur chemin vers ce grand chelem. Je les ai trouvés quand même moins dominateurs physiquement qu'il y a 15 jours contre les Bleus. Donc, est-ce qu'il y a une petite baisse de régime? C'est un point d'interrogation. Mais bon, ils ont une fin de calendrier dans ce Six Nations qui est plutôt favorable. Ils reçoivent ce dernier match qui, a priori, serait celui pour le Grand Chelem. Donc, ils filent voilà, vers ce à quoi on les prédestinait avant le match contre la France, puisqu'on s'était dit que le vainqueur de ce match était quand même a priori celui qui serait en meilleure posture pour prétendre à ce grand chelem. Mais petit point d'interrogation quand même aujourd'hui, parce que malgré toute la vaillance italienne dont on a parlé, j'ai trouvé des Irlandais un peu moins forts. Oui. Ils ont peut-être été marqués par ce match contre les Français, eux aussi. Les 46 minutes de jeu effectif les ont sans doute aussi marqués. Et ça nous rassure plutôt. Il y avait aussi pas mal quand même de changements. Il y a eu Ringrose qui n'était pas là, Sexton qui n'était pas là, beaucoup de cadres absents quand même. C'était une équipe 1 bis irlandaise, mais enfin, elle a quand même du réservoir. C'était pas les premiums Non, c'était pas les premiums comme dit Fabien Galtier, c'est vrai. J'ai une petite stat à vous proposer. C'était la développement. Un petit quiz très rapide en une question. Il y a eu 95 rucks côté irlandais. Combien de ballons perdus? 0. 0 ballons perdus dans les rucks. 0 ballons perdus dans les rucks pour les. Je crois que 0. 95 sur 95. Non, mais c'est même avec une équipe remaniée, 95 sur 95 dans les rucks, c'est fou. Ouais. Par contre, là, l'arbitrage, l'arbitrage, ça n'a pas été Monsieur Barnes à Dublin. C'était pas la même. Non, mais c'est rageant. Non, mais franchement, c'est rageant, François. Quand tu vois Mike Adamson arbitrer comme ça et laisser tout faire, c'est. Alexandre, la stat que tu annonces, elle est très intéressante parce que c'est justement leur force. Ils marquent un essai avec 18 phases de jeu, il me semble. Oui. Et donc, tu peux pas leur prendre la balle, tu fais craquer, voilà, tu peux pas prendre la balle, et les Français se sont fait prendre sur ça. C'est-à-dire que la dépossession que voulaient mettre en stratégie les Français, peut-être contre-requés avec une belle défense, ils ont jamais pu mettre les mains au bon moment avec des Marchands, avec des Aldrit, ceux qu'on connaît qui peuvent créer des turnovers. 18 phases de jeu, tu exploses en défense parce qu'ils te font de tout. Ils t'animent avec en plus des cellules qui sont remarquables avec de la vitesse. Et c'est vrai que ça, c'est un point important, la statistique que tu as donnée, parce que tu es excellent et tu fais partie de la NASA. Voilà, allez, ça c'est la conclusion pour le tournoi. On reparle du tournoi dans une dizaine de minutes après 20h et on va revenir en longueur sur ce match entre la France et l'Écosse que l'on vivra demain sur Sud Radio. Mais tout de suite, le tour de table de l'actualité. Sud Radio aime le rugby. Le tour de table de l'actualité. Le principe est simple. Voilà, une info de la semaine qui vous a marqué. Eh bien, on va commencer par Philippe Spanghero. Quel est votre tour de table de l'actualité cette semaine ? Je vais réagir à chaud sur l'actualité de l'équipe de France féminine de foot avec toutes ces joueuses cadres qui annoncent renoncer à l'équipe nationale. Donc au milieu des affaires qui agitent la fédération de foot en ce moment, c'est pas de nature à rassurer sur la situation. Et voilà, je voulais saluer le courage de ces filles parce que c'est toujours difficile de refuser une sélection nationale. Mais voilà, elles ont visiblement des revendications qui sont plus hautes que ça. Et donc la capitaine Wendy Renard a été la première à sortir du bois, emboîtée tout de suite par deux autres joueuses majeures de l'équipe de France. Et donc, il y a quand même, en plus des affaires, un sujet sportif du côté des féminines avec une très grosse pression mise sur la sélectionneur Corinne Diacre qui fait quand même pas l'unanimité depuis déjà plusieurs saisons
Et je suis curieux de savoir comment la fédération va se dépatouiller de cette situation-là complexe. Ouais, alors justement, Quentin Cabanis avait aussi choisi ce thème. Je vois que vous coupez l'herbe sur les pieds entre vous. Sacrée ambiance. Non, c'est qu'on est d'accord. C'est que finalement, on est d'accord. Tu vois. Non, mais vous êtes d'accord. Non, mais surtout, Philippe faisait le lien avec les affaires. Mais justement, est-ce que elles choisissent pas ce moment-là, juste avant les changements qui vont s'annoncer sans doute dans le Mardi, futur COMEX. Voilà. Est-ce que c'est pas le moment là pour mettre la pression, et essayer de fragiliser encore plus la coach? Corinne Diacre, c'est le choix. C'est le choix de Noël Le Graët. C'est lui qui a choisi de la prolonger. Il l'a protégée ces dernières années. On sait qu'il y avait déjà eu des problèmes entre Corinne Diacre et certaines joueuses, notamment Wendy Renard. Elle lui avait retiré le brassard de capitaine. Elle avait choisi de se passer de joueuses de talent et de prestige comme Eugénie Le Sommer ou encore Amandine Henry. Et tout ça par des clashs avec les joueuses. On a aussi appris récemment, par exemple par Amandine Henry, que les joueuses de l'équipe de France le soir parfois pleuraient dans leur chambre, etc. Que c'était un règne un peu tyrannique de Corinne Diacre, qui a même fait virer plusieurs de ses adjoints. Ils sont aujourd'hui 3 seulement dans le staff de l'équipe de France féminin, ce qui est trop peu au vu et au regard des performances, notamment des joueuses de l'équipe de France. Wendy Renard, elle a pris cette décision aussi sur un plan sportif parce qu'elle estime que l'équipe de France n'est pas assez suivie. Elle parle notamment d'absence de séances vidéo après certains matchs, de l'impossibilité pour les joueuses de rester plus longtemps à l'entraînement parce qu'il n'y a pas assez de monde et parce qu'il faut prendre le bus pour rentrer. Donc voilà, quand on voit des cadres d'une équipe comme ça qui ne peuvent pas s'entraîner plus que ce qu'elle voudrait ou ce qui est voilà, c'est compliqué. Donc Wendy Renard qui a pris la décision d'arrêter l'équipe de France tant que le staff en place ne changerait pas, et qui a été suivi ensuite par Katoto, par Diani, il y a Perle Moroni, par des joueuses importantes, des joueuses cadres de l'équipe. C'est les cadres, et puis aujourd'hui il y en a d'autres qui se joignent à elle, et puis il y a également des joueuses qui sont hors de la sélection qui prennent le pas, avec notamment Mbok qui est blessée, il y a Cascarino aussi qui a suivi, et puis il y a même une des ballons d'or qui évolue du côté de l'OL, qui est même pas français, qui a pris part pour Wendy Renard. Donc voilà, les choses se compliquent pour Diacre. Mais je me pose une question, c'est pas mon tour de table, mais si Corinne Diacre est évincée, qui va choisir un sélectionneur? Bah oui, parce que prochain sélectionneur, parce que à ce moment-là, laissons carrément le choix aux joueuses la charge aux joueuses de choisir, puisque c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est sûr que ça peut effectivement être un petit peu ennuyeux. On comprend, on imagine mal à 5 mois d'une Coupe du Monde se passer des joueuses cadres, et à la fois on voit mal comment un nouveau président, même ou quel que soit en intérim, en intérim, donner raison aux joueuses, parce que sinon ça va être difficile à gouverner. Si chaque équipe de France, on va dire, remercie ou met la pression sur son entraîneur, ça va être compliqué. Il y a la Coupe du Monde et les Jeux qui arrivent aussi. Ouais, tout à fait. Bon, affaire à suivre en tout cas, mais c'est vrai que le calendrier est intéressant de cette décision là des joueuses cadres de l'équipe de France de renoncer à l'équipe nationale. Julien Thomas, votre tour de table de l'actualité. Alors, le tour de table, je suis parti sur le tennis, sport que je suis quand il y a Roland Garros, et du coup, je suis rassuré peut-être parce qu'il y a quand même un prodige qui est en train d'éclore. C'est Arthur Fils qui est arrivé qui est en demi-finale de l'ATP. C'est sa deuxième demi-finale, et qui a battu Stan Wawrinka. Donc qui lui, connu et reconnu bien sûr, en 6-2, 6-3. Non, mais c'est pour dire que le tennis, qui était quand même dans une situation un petit peu 18 ans en plus, il est jeune, et dans une situation un petit peu éteinte, sans trop de résultats peut-être, et bien on est en train d'avoir notre pépite au niveau tennis. Donc c'était juste une petite éclairage là-dessus. Mais moi il vient de s'incliner face à Benjamin Bonzi. Ouais, effectivement, moi j'avais le même tour de table, Julien. On s'est pas consulté. Ah bon, mais non, mais c'est bien. C'est bien. On est complémentaires. Mais ce qui est intéressant, alors c'est 2 demi-finales consécutives, Montpellier-Marseille, en ATP 250. Donc c'est pas les plus gros tournois, mais il y a quand même toujours 2-3 joueurs relevés dans ces tableaux. Donc par exemple Urkaz fait partie des 12 meilleurs joueurs mondiaux à peu près, le Polonais, qui affrontera Bonzi, le Français, en finale. Bonzi qui a battu Arthur Fils, donc tu le disais, 18 ans. Et ce que je lisais, j'étais étonné, je sais pas si Alex, toi tu étais au courant, mais c'est Arthur Fils est le premier joueur né en 2004
à atteindre une demi-finale de tournoi ATP 250. Donc alors c'est vrai. Je ne sais pas si c'est le renouveau du tennis français. En tout cas, c'est un bon signe, et c'est pour ça qu'il faut le souligner aussi, parce que c'est un sport difficile quand même, un sport où il y a une énorme densité de joueurs. On se rend pas compte quand on le connaît pas bien, mais je crois que du coup, là, il va peut-être bientôt rentrer dans les 100 et sa vie va peut-être changer aussi, et ça va lui faciliter sa progression dans la compétition. Voilà, mais ça vient dans ce sport. Donc ah bah oui, il faudra suivre aussi Lucas Van Hache, avec qui il a fait la partie double de ce tournoi de Marseille qu'il avait perdu. Lucas Van Hache avait battu Arthur Fils en finale de Roland Garros Junior il y a quelques mois maintenant. Ouais. Qui a quasiment le même âge. Tout à fait. Dernier, non, on me fait signe. Après la pub. Très rapide. Après le pub, votre tour de table, Alexandre. Voilà, vous êtes venu sur le nôtre. Eh bien, voilà, il faudra attendre. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Les news dans quelques instants. Le MAG, François Trio. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de Sud Radio, le MAG, où on parle de sport de rugby. Dans une heure, Toulouse face à Pau, la suite de la 19e journée du top 14. Les Toulousains avec une équipe remaniée, on y reviendra, qui affronte les Palois, les Toulousains leaders du top 14. Et puis bien sûr demain, France-Écosse, 15h30 sur Sud Radio avec Daniel Herrero, avec toute l'équipe Sud Radio, et l'équipe qui est ici présente aussi autour de la table. Julien Thomas, Philippe Spanghero. Rebonsoir messieurs, bien sûr, parce que demain il y a un certain France-Écosse au Stade de France. Une composition d'équipe, Alexandre Priam, qui n'a pas changé cette semaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé quasiment une équipe qui perd, excepté à un poste où un joueur a été sanctionné, à savoir Winnie Atonio. Oui, et d'ailleurs, il s'en est longuement expliqué, Fabien Galtier, cette semaine en conférence de presse. On l'écoutera, mais effectivement, un seul changement, c'est pour Winnie Atonio, qui est suspendu de facto, et qui est remplacé par Mohamed Aouas. Alors, on pourra se poser la question peut-être du choix de Mohamed Aouas, qui n'a pas joué la dernière fois. C'était Falatea qui était rentré, qui avait fait plutôt une bonne rentrée. Je vais quand même rappeler du 1 au 15, si tout le monde n'a pas la composition précédente en tête. Baye, Marchand, Aouas, Flamand, Villemc, Gelon, Livon, Aldrit, la charnière du Pont-à-Main, Cosel, du Mortier-Penaud, au centre Moefana Ficou, à l'arrière Thomas Ramos, les remplaçants Barlow, Wardy, Falatea, Taufi Fenoa, Cross, Makalou, Couillou, Jalibert. Cette composition des Bleus, donc avec un seul changement. Est-ce que ça vous a surpris, Philippe Spanghero ? Ça m'a un peu surpris, on en avait parlé. Je m'attendais, moi, à 3 changements. On pouvait espérer le retour d'Anti au milieu du terrain, puisqu'on l'avait vu quand même en jambes. Il avait joué quasiment tout le match avec La Rochelle le week-end dernier, puis il était revenu dans le groupe. Donc, en plus, on avait vu un Moefana un peu en difficulté contre l'Irlande. Donc, je pouvais, moi, attendre le retour de Danti. Il y avait une question aussi sur le maintien de Ramos à l'arrière, ou le retour éventuellement de Jaminet. Donc, il y avait quelques interrogations, et puis peut-être aussi faire tourner Aldrit. On a vu aux explications de Fabien Galtier qui considérait que changer des joueurs autres que Atonio, c'était perçu comme une sanction, et que du coup il n'y avait pas de sanction à donner à cette équipe vu le caractère collectif contre l'Irlande. Moi, j'avais un regard un peu différent, qui était de dire qu'il reste que 5 matchs jusqu'à la Coupe du Monde, qu'on a vu des joueurs quand même qui ont donné satisfaction et qui donnent des garanties, mais qui sont quand même émoussés. Et c'était l'occasion aussi de donner leur chance à d'autres joueurs. Mais c'est pas le choix du staff. Donc voilà, il n'y a que ce changement. Mais je m'attendais à au moins 2 ou 3 changements dans le 15 de départ. Le débat est lancé. On va bien sûr interroger Julien Thomas, toute l'équipe, Alexandre et Quentin, bien évidemment. Vous, les auditeurs, 0826 300 300. Mais avant cela, écoutons Fabien Galtier cette semaine en conférence de presse, qui explique pourquoi il ne procède qu'à des changements contraints. Écoutez-le. Depuis 4 ans maintenant et 33 compositions d'équipe, notre équipe de France a remporté 80% de ses matchs, sort d'une série de 14 victoires consécutives. Les joueurs qui la composent et qui ont été associés ont prouvé qu'ils étaient tous capables de relever tous les défis, n'importe quel défi. Et donc la défaite peut être, entre guillemets, synonyme de sanction. Et qui dit sanction dit changement. Nous avons jugé qu'il n'y avait pas de raison de modifier cette composition d'équipe, hormis, vous l'avez dit, Winnie Atonio qui est suspendu pour 2 matchs. Tous les joueurs qui sont alignés sur cette composition d'équipe méritent de porter le maillot parce qu'ils sont venus le chercher.
Voilà les propos recueillis par Zachary Pilon pour Sud Radio cette semaine à Marcoussis. Julien Thomas, vous comprenez les explications de Fabien et par rapport justement à ce que disait Philippe avant, voilà, on espérait quelques changements pour voir, pour faire souffler. Enfin, il y avait plein de bonnes raisons peut-être d'apporter plus de changements. Et est-ce que vous comprenez les arguments de Fabien Galtier? Les arguments de Fabien, oui. Les arguments de Philippe, non. Du fait que... Non, mais j'aime bien quand ça commence comme ça. Il est fou ce mec ou quoi? Du fait que l'Irlande est qu'est-ce que c'est cette agressivité alors qu'il n'y avait que de l'amour entre nous? Mais bien sûr que je t'aime moi aussi. Mais non, l'Écosse fait peur à la France, je pense. Et Fabien, lui, c'est mettre son équipe type, mettre son 15 de départ, le meilleur possible, peu importe les temps de jeu, peu importe ce qui se passe en club. Il veut mettre son 15 titulaire qui sera potentiellement celui qui peut être même pour la Coupe du Monde. Ce qui me surprend juste, c'est Aouas, comme disait Alexandre, et Falatea qui était rentré, avait fait une bonne rentrée. Ouais. Finisseur, bien sûr, oui. Et que du coup, c'est Aouas qui passe titulaire. Pour l'avoir eu, le premier match, il était 24e, le second même pas dans le groupe, et il revient pour être titulaire. Donc ça veut dire que Fabien aussi compte sur des joueurs dont il a créé l'aventure. Julien, ça veut dire qu'il n'y a plus de concurrence. C'est-à-dire que sur les autres postes, il n'y a plus de concurrence. Mais ça, et le mec que tu mets finisseur, tu le fais fais pas jouer titulaire au moment où il peut le devenir. Je trouve que d'un côté, tu annules la concurrence et sur le seul endroit où il y en a une parce qu'elle est forcée, parce qu'Antonio est suspendu, tu brouilles cette concurrence. Moi, je comprends pas du tout le management. Je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être aussi il y a un côté technique que peut-être Aouas va amener un caractère que peut-être n'aura pas Falatea et que lui dans les finisseurs pourrait être. Aouas, il a surtout une revanche personnelle, je pense, face à l'Écosse. Il a une revanche personnelle, peut-être face à ce pays qu'il aura en face. Aouas sera plus à même d'être bon. Aouas, quand il est remplaçant, est peut-être moins performant qu'un Falatea quand il rentre et qui apporte quelque chose. Vaut mieux le mettre Aouas titulaire. Et voilà, il y a plein de facteurs aussi que je pense Fabien a analysé, qui a vu de mettre plutôt titulaire pour faire entrer Falatea et qu'il amène quelque chose à l'équipe. Ouais, est-ce que ça veut dire que, on va dire, on peut pas perdre 2 matchs d'affilée en équipe de France? C'est ça un peu ce que craint Fabien Galtier, Julien? Et ce que craint Fabien Galtier, c'est que l'Écosse est excellente dans ce tournoi. Et que tu te dis l'Irlande encore, ça aurait été énorme, on aurait été la grande équipe mondiale. Et là, je pense, dans sa tête, c'est de perdre l'Écosse, qui serait, je pense, mentalement quelque chose qui va affaiblir peut-être les mentalités du groupe et on va dire cette expérience qu'ils ont eue de victoire et que finalement perdre Irlande-Écosse derrière. Qui est une nation qu'on ne voyait pas jusqu'à présent à ce niveau-là et qui, pour l'instant, pose des doutes à tout le monde. Donc, c'est pour ça que Fabien est très, très prudent, sur le secteur de la gagne face à l'Écosse, oui. Je trouve les arguments de Julien convaincants. Philippe, est-ce que vous partagez le point de vue de Julien? Non, c'est un con. Merci. Ouais, au moins il est content de lui en plus. Vous parlez vrai. Non, c'est un demi-mêlée, pas encore un demi-mêlée. Bien sûr que je comprends les arguments de Julien, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de pression avec la réception de cette équipe écossaise, parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui arrive à porter le ballon et à multiplier les temps de jeu. Et on a vu qu'on était en difficulté quand c'était le cas contre l'Italie déjà et contre l'Irlande. Donc perdre contre la meilleure nation du monde chez elle, avec en plus le match qu'a proposé l'Irlande, il y a pas le feu au lac et il y a de quoi rester quand même positif. Mais reperdre un deuxième match d'affilée après cette dynamique de victoire la saison dernière à la maison contre l'Écosse, qui est quand même un adversaire beaucoup plus à notre portée, ça changerait quand même la donne et ça amènerait une dynamique qui serait quand même très différente. Et il restera, après ce match, 4 matchs pour démarrer la Coupe du Monde, où on sait que c'est les Blacks qui nous attendent pour le match d'ouverture. Donc oui, il y a de la pression, c'est clair, mais de ce que j'entends de Julien, ça veut dire que cette équipe-là, c'est le 15 titulaire.
Et pour moi, Oui, parce qu'il l'a dit. Danty est devant. T'as l'équipe développement et t'as l'équipe titulaire. Non, mais voilà, mais pour moi, Danty avec ceux qu'il a sous la main, avec ceux qu'il a sous la main. Mais Danty, il est pas apte, mais il est titulaire avec La Rochelle aujourd'hui. Oui, donc il avait l'air apte en plus. Non, mais ça amène un point d'interrogation. Ça, c'était mon point d'interrogation parce que qu'il soit peut-être pas apte au niveau international, comme l'a dit Thibaut Giroud. Mais voilà, c'est vrai que de le revoir titulaire tout de suite avec La Rochelle, on aurait pu le voir revenir. Et puis il y a aussi un petit point d'interrogation avec Ramos. C'est vrai que il s'est fait sa place là sur la dernière tournée d'automne, mais il y avait quand même une vraie concurrence avec Melvin Jaminet. Il n'a pas fait un grand match en Irlande. On aurait pu aussi trouver justifié de revoir Jaminet parce que pour moi, Ramos s'est pas installé comme un titulaire indiscutable encore. Donc il y avait quand même quelques petites discussions. Et puis je trouve aussi que c'est le moment aussi de voir ce qui se passe en dehors d'Aldrit, parce que Aldrit est le titulaire incontestable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il l'a prouvé, il a mérité sa place depuis plus de plusieurs saisons maintenant. Mais c'est vrai qu'en numéro 8, on n'a pas vu beaucoup d'autres solutions. Il y a Jelon qui peut dépanner. On l'a vu prendre le poste par-ci par-là. Mais voilà, j'aurais aimé aussi voir d'autres solutions. Et c'est peut-être aussi le bon moment. Est-ce que ce tournoi, on veut y figurer le mieux possible au classement, ou est-ce qu'on s'en sert aussi pour avoir quelques réponses sur des postes aussi importants, puisque Fabien a parlé dans ses interviews de l'épine dorsale, de l'importance de l'épine dorsale, mais il y a quand même des joueurs qui peuvent avoir un coup de mou, qui peuvent se blesser d'ici la fin de saison, et il faut avoir des certitudes sur le banc. Ouais. On va quand même écouter. Je vais vous faire réagir bien sûr, mais écoutons quand même entre-temps Fabien Galtier sur ce thème un peu de l'émulation et de la concurrence, voilà, et sur le fait qu'il y a peut-être deux équipes de France. C'est toujours Zachary qui a recueilli ses propos. Le sujet de l'émulation et de la concurrence, elle existe. Elle existe puisque si vous regardez un peu notre feuille de route et notre composition d'équipe, nous sommes à une moyenne d'âge de 25 ans. Alors que lorsque nous avons débuté il y a 4 ans, la moyenne était de 24 ans. Donc ça veut dire que sur 33 matchs, il y a eu un turnover. Un qui était justifié par notre vision qui était de laisser au repos tous les joueurs premium, considérés premium au ranking 1 durant les tournées d'été et pendant l'Automne Cup. On a une équipe de France qui a joué un certain nombre de matchs, 25, et puis notre équipe de France qui a joué 7 matchs, qui était une équipe de France développement. C'est là qu'on a eu l'occasion de faire monter en compétence des joueurs et leur permettre d'intégrer le 15 titulaire. Ouais, c'est quand même bizarre là, cette formulation de la France. Halluciné d'entendre ça. Développement et premium. Alors peut-être que France A et A prime aussi à une époque. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais dans ce cas-là, t'avais une vraie équipe 2. Enfin là ici ils portent le même maillot. Ils ont essayé avec le Barbarians français de faire justement l'antichambre. Tout à fait. Qui ont arrêté d'ailleurs parce que sinon ça donnait plus cette valeur des Barbarians. Non, mais je suis d'accord. C'est surprenant de Fabien de donner des postures comme ça à un groupe. Après ça. Sélection, donc c'est encore différent que dans un club, quand même de donner une hiérarchie un petit peu sur les joueurs. Par contre, quand personne n'a posé la question, ranking 1 premium, qui est cette liste, qui sont tous les joueurs sont listés, ils ont chacun, ils ont un badge. Enfin, comment ça se passe quoi? C'est exactement ça, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est pour la première fois, on va dire. Formalisé de façon publique, mais peut-être que c'est des choses qui ont existé à l'intérieur du groupe. Ça on ne sait pas. Tout à fait. Donc si c'est clair dans son management en interne, ça pose pas de problème. La seule différence, c'est que là ça a été rendu public. Donc c'est comme ça, quoi. Oui, mais bon, c'est quand même la réalité. Et je pense que s'il a été clair avec les joueurs, et ça a l'air d'être le cas quand même, c'est malgré tout. Bon, moi ça me choque pas du tout. Moi non plus, François. Par exemple, le poste de une mêlée, c'est facile. Tu sais qu'il y a Dupont, tu sais que là pour l'instant c'est Couillou, mais il y a Lucu derrière en 2 et en 3, mais ça va se battre pour peut-être Couillou ou Léo Colli s'il doit revenir ou Serein, qui a été rappelé cette semaine dans les 42. Hein.
Donc il y a des postes où tu sais qu'il y a une hiérarchie logique et en plus finisseur comme Lucu qui a fait d'excellents matchs. Donc ça c'est un poste qui est validé. Après il y a quand même des postes où c'est point d'interrogation. Hein. Au centre, Danti, Ficou, lui je pense que c'est le patron, mais à côté il va falloir choisir. Hein. Ouais, c'est vrai que après il y a 4 matchs de préparation quand même pendant la Coupe du Monde, donc peut-être que à ce moment-là, les expérimentations seront faites sur le double match contre l'Écosse, puis les Fidji, puis l'Australie. Je pense que les premium ranking 1, ils ne feront que 2 matchs sur les 4. Mais tu vois, François, même pour les sponsors, dire que l'été et l'automne, c'est du développement. C'est l'équipe de France développement, c'est pas l'équipe ranking premium 1, comme il dit. Même pour les sponsors, est-ce qu'ils vont accepter de payer autant du coup que sur la période tournoi destination? Enfin, moi, je suis sponsor de l'équipe de France. Je me dis, attends, peut-être pas mettre de l'argent cet été ou l'automne prochain. Alors, en l'occurrence, il y aura la Coupe du Monde, donc ça sera pas valable. Mais la suite, je me dirais, mais attends. S'il y a 2 équipes de France, faut l'annoncer à la signature du contrat, tu vois. Ouais. Je me pose des questions sur ce point-là quand même. Oui, après. Moi, plus sur le sportif et les joueurs, je me pose la question. Ouais. Parce que quand tu sais que t'es celui qui est le 3e de la charrette et qu'en plus tu te l'annonces comme ça. On a bien vu avec le cas Dupont. Hein. Ça fait mal dans les têtes des joueurs. Hein, moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils mettent sur un pied d'égalité juin et automne. Parce que juin, c'est acté, c'est-à-dire que on sait que c'est toujours très compliqué en termes de calendrier. L'équipe de France part toujours sans ceux qui jouent les demi et la finale la plupart du temps. Donc il manque forcément une partie des joueurs cadres. Même certains qui sont pas qualifiés sont laissés au repos. Et donc en plus, comme c'est à l'étranger, il y a moins d'impact sponsoring, il y a moins de sujets. Mais la tournée d'automne, en plus, dans les faits, c'est pas vrai. J'ai pas du tout l'impression d'avoir vu une équipe de France développement à l'automne dernier. Donc ça m'a surpris en fait de mettre sur un pied d'égalité ces 2 périodes parce que pour moi elles n'ont rien à voir dans l'esprit. Juin c'est acté depuis longtemps dans les têtes. L'automne c'est pas le cas. Et puis après pour rejoindre ce que disait François, je pense qu'en fait il a une qualité ce staff entre autres parce qu'il en a beaucoup, mais c'est une très grande communication. On voit les adjoints être vraiment au contact des joueurs en permanence dans la communication, les rencontrer, aller les voir en dehors des fenêtres où ils sont à Marcoussis. Donc je pense par contre que c'est très clair vis-à-vis des joueurs cette notion de ranking, de qui sont les joueurs et à quel ranking ils sont. Je pense que là il n'y a pas de souci. Et que c'est accepté par les joueurs et que ce discours de Fabien ne les heurte pas du tout, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu viens d'ajouter, Philippe, et j'ai la sensation qu'il y a une maîtrise quand même sur entre guillemets cette notion de là qui est sortie cette semaine, mais de premium et de développement. Je pense qu'il y a quand même une maîtrise. Ceux qui viennent dans les 42, ils savent qu'aujourd'hui ils sont pas dans le 15 premium, quoi. Enfin, il y a un 15 titulaire qui s'est dégagé. Qui a gagné un grand chelem, qui a fait une série de 14 victoires consécutives quasiment, même s'il y a eu du développement qui a fait un peu de victoires contre le Japon. Mais bon, enfin, je pense que les rôles sont assez clairement établis. Ce qu'on ressent quand même, c'est un peu cette tension par rapport au match contre l'Écosse. C'est le fait de ne pas perdre un deuxième match, c'est le fait de ne pas basculer un peu dans la gamberge, quoi. Moi, c'est un peu ça que je ressens de l'extérieur. Je sais pas si... Exactement, François. Moi, je te rejoins là-dessus. Et quand tu vois, par exemple, que déjà, ça fait 2 fois que Dupont il fait 2 fois 80 minutes et que l'équipe de France ne s'est pas posé la question de le remplacer. C'est ce qu'il a d'ailleurs révélé cette semaine, on l'écoutera peut-être, mais ça montre qu'il y a une peur. Il y a une peur de perdre du côté de l'équipe de France. Et si Lucu avait été remplaçant, je pense qu'il aurait eu un changement. Exactement. Donc s'il n'a pas confiance dans tout le monde, c'est que il n'est pas serein à 100% non plus, mais Fabien Galtier. Je crois que ça, c'est un truc, quel que soit le niveau de jeu pour un entraîneur, le joueur doit rassurer l'entraîneur, en fait. Et que tu sois remplaçant, finisseur, avec en promotion d'honneur ou en top 14 ou au niveau international,
je veux dire, quel que soit ton rôle, tu dois être rassurant pour l'entraîneur. Et je crois que c'est le premier truc, parce que t'en penses, Julien, toi qui a été entraîneur, les managers finalement, ils ont toujours besoin d'avoir un truc qui sur lequel ils doivent s'appuyer, parce que ils ont peur de perdre, ils ont peur pour leur place, il y a toujours un truc qui les fragilise. Et c'est ça. Et donc. En ce moment, je pense que c'est une période un peu, on est un peu sur la bascule, là, sur la balance, quoi. Donc il a envie de se rassurer, Fabien. Exactement, c'est surtout que Maxime Lucu, à chaque fois qu'il était dans ce rôle de remplaçant, a été performant et très efficace. Donc, il 13 matchs, 13 victoires avec Lucu. Voilà, donc c'est un joueur il y a NASA, aussi. qui connaît son rôle, qui connaît son rôle, qui sait qu'il est programmé pour entrer 20 minutes, 25, peu importe, mais qui va pas débuter le match. Donc, il a été en plus à chaque fois des fois des déclencheurs même de certaines situations par sa fraîcheur et son analyse qu'il avait vue pendant la première mi-temps. Donc Lucu, c'est pour lui, à Fabien, le joueur idéal dans les remplaçants. Il n'a pas de certitude avec Couillou par exemple aujourd'hui. Donc quand tu vois l'Irlande et là l'Écosse, il remet pour moi le même 15 pour leur donner une dernière chance à certains de prouver que, et surtout le 15 qui a perdu contre l'Irlande, de se dire vous avez un petit peu des boules et là il faut prouver maintenant. Ouais, vous avez la clé pour vous entre guillemets vous racheter, quoi. Je vous remets, mais pour vous racheter aussi. Voilà. Mais il n'y a pas de repos non plus. Il n'y a pas de repos. Et quand on voit Aldrit, par exemple. Par exemple, moi je me mets à la place de Le Garec. Ça c'est la faute de La Rochelle, hein, pour Aldrit. Bien sûr, mais ça à 100%. Hein. Mais je me mets à la place de Nolan Le Garec. Les deux dernières fois où il rentre pas, ou c'est Baptiste Couillou et Nolan Le Garec, je me dis mais. Alors en fait, ça moi je l'avais vu à Rome. Galtier était venu s'excuser, enfin en tout cas lui parler à la fin du match pour lui expliquer pourquoi il n'était pas rentré. Je l'ai vu. Visuellement, il y a eu un petit mot, ils ont eu cet échange. Je comprends. L'explication là cette semaine de Fabien Galtier, je la trouve encore une fois un peu brutale. Tu veux dire sur Dupont, on va l'écouter peut-être. Dupont qui joue tout le temps, justement, il s'en est expliqué devant la presse cette semaine. Je l'ai vu, ça a été commenté, mais Antoine, cette année, il a fait 2 matchs en novembre et 2 matchs avec nous pour le moment. Ça lui fait 4 matchs. Donc notre capitaine, le joueur qui est considéré comme un des meilleurs joueurs au monde, aura fait 4 matchs. Pour le moment, et peut-être 7. Pour nous, mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est le principe de sélection. Lorsque l'an dernier, on a sorti Antoine et on a fait rentrer Max Lecou comme finisseur, c'était un principe de sélection cohérent. Aujourd'hui, sur les 2 matchs qu'on a joués, on a jugé que c'était pas nécessaire. Jugé que c'était pas nécessaire. Bon. Là, voilà, donc pas confiance. Ouais. Donc pas confiance. Et surtout sur un ratio de minutes jouées avec le 15 de France, sans regarder qu'est-ce qui se passe en club. Il a fait 2 matchs là, il peut en faire 7. Ça veut dire que déjà il va finir le tournoi titulaire. Ça voulait dire ça. Mais c'est surtout que c'est par rapport des minutes jouées avec le 15 de France. Peu importe s'il est tous les week-ends au rupteur, il fait 80 minutes en club. Ouais. Effectivement. Philippe Spanghero, avant de vous quitter, peut-être un petit mot sur l'Écosse, parce que l'Écosse, c'est un sacré adversaire demain. Il y a eu 45 minutes de temps de jeu à Dublin, mais ça peut se renouveler là contre les Écossais au Stade de France. Hein. Oui, mais je pense que c'est ce que les Écossais vont essayer de nous opposer. Hein. De toute façon, cette équipe, elle a toujours eu ce schéma de jeu avec beaucoup de volume. Elle était un peu moins forte physiquement et un peu moins forte en conquête. Mais aujourd'hui, ils ont réglé ces points-là et c'est une équipe vraiment qui va être difficile à manœuvrer. On verra comment on va être capable de résister à ça. Mais c'est sûr que, en plus, avec cette évolution de la façon d'arbitrer dans les zones de ruck et cette difficulté qu'on a depuis le début du tournoi à venir au contest, c'est sûr que il va falloir tenir le rythme et être extrêmement discipliné. Parce que les Écossais vont nous proposer des très longs temps de jeu. Et donc, c'est un match intéressant à suivre. On verra comment on répondra présent par rapport à ça. C'est notre style que l'Irlande, largement, en termes de densité, ça va moins venir taper.
Mais en tous les cas, il va falloir que physiquement les Français soient prêts. On verra, on aura la réponse de comment ils ont récupéré de ce match contre l'Irlande, parce que a priori, ça a quand même été très difficile pour les joueurs de récupérer de ce match il y a 15 jours. Ouais, effectivement. La cible, Finn Russell, Julien Thomas, demain, ou il y a d'autres cibles? Non, Finn Russell, bien sûr, est une cible, surtout sur son dernier match où il a été excellent, il est en confiance, et il porte cette équipe d'Écosse. Maintenant, c'est vrai que ça va courir. Je pense que les cardio là, la fraîcheur des 20 dernières minutes va se faire ressentir. On va voir cette équipe de France comment elle va réagir par contre. Ouais, ça veut dire qu'il faut impérativement quand même inscrire des points d'entrée, prendre le score et on va dire évoluer en patron. Ça va être ça quand même. Va pas falloir trop jouer non plus comme on l'a fait peut-être en Irlande, peut-être un peu trop entre guillemets. Eh bien, si on veut aller plus loin, quand je vois les finisseurs, le banc, il y a quand même Couillou, Jalibert en 3/4. C'est le troisième, ça serait Macalou qui ferait le double rôle. Donc, est-ce que c'est un banc pour venir un petit peu cabosser et justement essayer de pas se faire déborder, de mettre du rythme et qu'on soit oxy, ou est-ce que c'est par la puissance physique de notre équipe qui va faire la différence? Donc, un 6-2 avec Macalou qui est entre deux pour dépanner, à voir. Ouais, on met les mains dans les rucks ou on met pas les mains? On est arbitré par Monsieur Adamson ou par Monsieur Barnes? C'est qui l'arbitre demain? Tiens, j'ai pas noté. L'arbitre, c'est un Géorgien. Pierce, non, c'est un Géorgien, c'est Monsieur Amouchekili. Il aime le contact. Ah bah là il aime le contact. On peut mettre les mains. Il n'a pas la main sur le sifflet, je t'annonce. Ouais, il vaudra mieux pas trop essayer dans notre camp au départ pour voir un peu comment il réagit. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'il faut que psychologiquement, il y a un blocage psychologique depuis le début de ce tournoi avec nos joueurs français qui dans ce jeu de dépossession avait le réflexe vraiment d'aller contester dans les rucks, et on avait des joueurs extrêmement fort dans ce registre. Et c'est vrai qu'il y a un blocage psychologique depuis le début de ce tournoi dans ces zones de ruck. Donc il va falloir quand même le régler. Et ça va être intéressant demain de prendre la température avec cet arbitre. Alors au départ, pas trop dans notre camp pour pas s'exposer. Mais il va quand même falloir voir ce qu'on est capable de faire, parce que la bataille des rucks, il faut continuer à la mener et savoir la gagner. Eh ben on le souhaite. En tout cas pour nos Français, voilà, on se méfie de qui également? La troisième ligne, Alexandre, demain, c'est ça, parce que forcément Jamie Ritchie, Matt Fagerson, oui, la troisième ligne, elle est forcément redoutable du côté écossais. De toute façon, on aura la meilleure équipe d'Écosse face aux Bleus. Je pense que c'est aussi simple que ça. Oui, faut dire que c'est l'une des équipes d'Écosse qui a le mieux commencé le tournoi quand même statistiquement, et on le rappelle qu'il avait remporté notamment un match à Twickenham pour l'ouverture 29-23. Philippe Spanghero, on vous salue. Salut messieurs. À très vite sur l'antenne de Sud Radio. Dans 35 minutes, le coup d'envoi du match Toulouse-Pau, suite de la 19e journée. Dans quelques minutes, on vous retrouve aussi pour la chronique écho avec Alexandre Priam. Voilà, moi aussi je vais vous saluer, Alexandre, vous donner la main quand même pour cet avant-match entre Toulousains et Palois que vous allez vivre avec Julien. À tout à l'heure, messieurs.